Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, good evening. Bonsoir, bienvenue, welcome to you all. Thank you very much for your presence here at the University of Geneva, or in front of a computer or a screen if you're following this ceremony live on the internet. An evening during which we will reward and celebrate three outstanding human rights defenders, or groups of human rights defenders, as their work seems unfortunately more needed every year. We have the privilege to have one of the nominees with us this evening. Unfortunately, the other 6 in total were banned from traveling. That's why we have those 6 empty chairs on stage this evening. This ceremony also opens the Human Rights Week in Geneva. It takes place at the University of Geneva, and that's why we'll hear from the Dean of the University of Geneva, Monsieur Yves Flückiger. But to start first, one of the professors here at the University of Geneva, she also was the chair of the Martin Ennals Foundation, and also twice president of the Swiss Confederation. Please welcome Madame Micheline Calmiret. C'est à vous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Madame la haute commissaire adjointe aux droits humains, Madame la conseillère administrative, Monsieur le recteur, Monsieur le président de la Fondation Martin Ennals, Mesdames et messieurs les membres du jury, Mesdames et messieurs, c'est en tant que présidente du comité d'organisation de la Semaine des droits humains que me revient l'honneur de vous accueillir ce soir. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux pour accueillir les nominés et délivrer ce prix. L'Université de Genève organise une semaine consacrée aux droits humains depuis 2013 pour la 5e année consécutive en partenariat avec la Fondation Martin Ennals, le département fédéral des affaires étrangères, le canton, la ville de Genève, le Festival du film et Forum international sur les droits humains et le bureau du Haut Commissariat aux droits humains. Nous nous efforçons d'inscrire cette semaine dans un contexte international et pluridisciplinaire. Cette année, nous nous attacherons à approfondir le thème des migrations et des obligations des États dans un contexte globalisé. Mesdames et messieurs, les droits humains ne sont pas respectés. Ils ne sont pas respectés non plus à l'égard des migrants. Ils ne sont pourtant pas exclus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, on dénie leurs droits. On leur refuse un peu de solidarité. On les expulse massivement. On expulse des êtres humains précarisés. Or, la plupart des traités et des conventions qui traitent de la problématique du respect des droits humains et des droits des migrants ont pour sujet les États. Et plus précisément, quelles sont les obligations des États alors qu'il ne se passe pas un jour sans que se déroulent des désastres humains aux portes de l'Europe. Dans le cadre de la Semaine des droits humains qui débute ce soir avec l'attribution du prix Martin Ennals, un colloque académique rassemblera 2 jours durant des experts et donnera lieu ultérieurement à une publication. Mercredi soir, une conférence sera donnée toujours sur le thème de la migration par une éminente personnalité italienne que vous connaissez certainement, Madame Giusy Nicolini, ancienne maire de Lampedusa, et un échange sera organisé jeudi après-midi avec des étudiants du secondaire de Genève autour du film Non-Assistance,
en présence de la conseillère d'État Anne-Emery Toracinta et de la co-réalisatrice du film. L'Université de Genève est aussi membre du réseau Scholars at Risk. L'Université de Genève organise donc aussi durant cette semaine une table ronde qui sera publique autour de la présentation d'un rapport sur les menaces législatives et administratives contre les institutions de l'enseignement supérieur. L'université est un lieu où devrait régner la liberté de penser et de questionner ses idées. Les universités ont subi en un an 257 attaques dans 35 pays. Mesdames et messieurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la protection des droits humains est au centre des préoccupations internationales. Peu à peu, des normes ont émergé, limitant la marge de manœuvre des États dans le but de protéger tous les individus. Les gouvernements sont toujours plus nombreux à prendre des engagements juridiquement contraignants en adhérant aux principales conventions internationales. Et de grands efforts ont été accomplis avec la mise en œuvre de mécanismes pour juger et sanctionner les auteurs de violations. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, le Conseil des droits de l'homme, avec son examen périodique universel, la Cour pénale internationale, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qu'on voit, en définitive, c'est que malheureusement, l'existence d'obligations juridiques n'emporte pas forcément que ces dernières soient toujours respectées. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis dans cet auditoire pour attribuer un prix, le prix Martin-Ennals, qui récompense l'engagement tout entier d'une personne en faveur des droits humains. Les personnes qui luttent pour les droits humains prennent des risques. Et vous le savez, elles ont besoin de protection. Le prix Martin-Ennals a pour but de protéger les défenseurs des droits humains partout dans le monde, et ce, en assurant à leur action visibilité et publicité. Il donne à ces finalistes des ressources financières pour poursuivre leurs projets, mais aussi l'opportunité de se faire connaître et de mieux éclairer la cause qu'ils défendent. Cette cérémonie n'est donc pas qu'une cérémonie, elle est partie d'une action d'ensemble. Elle est la reconnaissance des sacrifices et des risques consentis par des personnes qui se sont véritablement engagées à leurs risques et périls. Et vous le verrez ce soir, seule une finaliste a pu voyager pour être ici avec nous à Genève. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous compter parmi celles et ceux qui soutiennent les défenseurs et les défenseuses des droits humains et vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup. Et maintenant, quelques mots du recteur de l'Université de Genève, M. Flukiger. Les salutations protocolaires ayant été assurées avec brio par notre professeure, Mme Calmiret, vous me permettrez une formule plus lapidaire en vous disant simplement « Excellence, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, c'est pour moi un très grand privilège, année après année, de vous accueillir dans cet auditoire pour la remise du prix Martin-Ennals. Genève, comme vous le savez, est une ville profondément marquée par l'humanisme et par la défense des droits humains, ce que Robert de Thras a nommé l'esprit de Genève, un mélange de Rousseau, de Calvin et de Dunant. Ville de refuge, ville de justice, mais aussi ville de charité, Genève est devenue la ville des organisations internationales, la ville des accords de Genève. Elle est et elle demeure un symbole de paix, un symbole de dialogue et de démocratie. Son université, l'Université de Genève, votre université, est bien évidemment imprégnée de toutes ses valeurs et de tous ses principes. Elle entend les porter haut et fort par ses recherches et par ses enseignements. Il constitue, mesdames et messieurs, plus que jamais, les meilleurs remparts contre toute forme de fanatisme, contre toute forme de totalitarisme. Ils ne peuvent aussi s'épanouir que dans la paix et dans la démocratie. Notre université souhaite être actrice de la propagation de cet esprit de Genève. Ce n'est pas un hasard. Si nous avons lancé l'année dernière un programme Horizon académique qui permet aujourd'hui à notre université d'accueillir des étudiants réfugiés dans notre canton. Ce n'est pas un hasard non plus, mesdames et messieurs, si notre université a été la première université de Suisse à rejoindre le réseau Scholars at Risk qui permet effectivement de protéger, comme cela a été rappelé tout à l'heure, de protéger
des chercheuses et des chercheurs qui sont menacés dans leur existence ou dans leurs infrastructures ou dans leurs recherches dans leur pays et qui trouvent ici, à Genève, un refuge qui leur permet de continuer leur carrière. Ce n'est pas non plus un hasard si nous avons accueilli avec enthousiasme le Centre interfacultaire en droit de l'enfant, où nous soutenons très fortement les initiatives de nos collègues, notamment dans le projet InZone qui permet d'amener l'éducation dans les camps de réfugiés, notamment au Kenya. Il n'y a pas de hasard enfin si l'Université de Genève est désormais l'hôte récurrent de la cérémonie de remise du prix Martin Ennals, cet événement majeur dans le domaine de la promotion de la paix et de la défense des droits humains. C'est donc un très grand honneur pour moi, pour toute notre université, de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie. En ouvrant la Semaine des droits humains, la remise de cette distinction constitue non seulement le premier des rendez-vous que nous proposons sur cette thématique chère à notre université, elle rappelle aussi de manière très concrète et volontaire que les femmes et les hommes qui mènent le combat contre la violation des droits fondamentaux de leurs contemporains se doivent d'être célébrés, se doivent d'être encouragés afin de pouvoir poursuivre leur lutte. Je remercie en particulier nos partenaires de la ville et l'État de Genève pour cette cérémonie. Et j'aimerais terminer simplement en vous invitant tout d'abord aux autres événements de cette Semaine des droits humains, consacrée, comme cela a été rappelé, cette année aux migrations et aux devoirs des États, mais aussi à notre Dies Academicus, qui cette année a lieu ce vendredi et qui aura l'immense privilège de recevoir, dans le cadre du fil de cette cérémonie sur le courage, deux invités exceptionnels, Madame Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, qui sera malheureusement empêchée de venir à Genève, mais elle sera représentée à cette cérémonie, et Monsieur Ben Achour, qui est un constitutionnaliste très réputé dans le domaine des droits humains en Tunisie. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très bonne soirée et me réjouis une fois de plus de pouvoir être avec vous, ensemble, pour célébrer cette remise des prix Martin Ennals. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur le Recteur. Merci. This evening, as I said, we will be introduced to the work of the three 2017 Martin Ennals Award nominees. I'm sure most of you know the meaning and the importance of this award, but for the newcomers, and I hope there are many, whether here or abroad, we'll show you a brief film in the memory of Martin Ennals, the founder of this award, a film that will be followed by a few words by Dick Austin, who is the chair of the Martin Ennals Foundation. We criticize universally because human rights are universal, even if they're universally disregarded. I think there is less cynicism about human rights in a curious way than there was. There is still double talk, double standards. There always will be. We can never be out of date. There will always be infringements of human rights. And the work which we were doing is part of the overall pattern of human development. Whatever the political system, whatever the country, whatever the cultural background, whatever the religion. Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, chers amis, aujourd'hui est une journée spéciale. À plus d'un égard, le 10 octobre est la journée internationale contre la peine de mort, une journée d'action à laquelle vous allez pouvoir vous joindre dans les couloirs de cette cérémonie ce soir, mais nous sommes là pour une autre raison, à savoir pour reconnaître le travail qui a été fait par trois formidables défenseurs des droits de l'homme. Ils ont été choisis par un jury de 10 organisations de défense et des droits humains. Et en fin de compte, nous ne choisissons qu'un seul lauréat ce soir, mais cela ne devrait pas nous faire oublier que chaque année, il y a 3 finalistes qui représentent
ce que l'on fait de mieux parmi les défenseurs des droits humains dans le monde. Aujourd'hui, nous honorons tous les trois et nous allons continuer à travailler avec chacun d'entre eux pour soutenir leur combat par la publicité, par le plaidoyer. Le prix Martin Ennals existe pour protéger les défenseurs des droits humains. Ces personnes luttent pour les droits des autres en prenant des risques personnels et en les honorant aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons faire preuve de solidarité internationale et leur apporter un certain degré de protection. Et votre participation ce soir est une contribution à cet effort. Je voudrais saluer les finalistes et les représentants. Vous allez les connaître bientôt par vidéo et ils vont vous parler également. Mais comme cela a déjà été dit par Michel Serruti, seul un des trois finalistes a pu se déplacer ce soir. Et je salue Carla Avelar très chaleureusement. En tant que femme transgenre au Salvador, elle a grandi dans les villes de la capitale, a souffert de la discrimination, de l'exploitation, de la violence et de l'emprisonnement. Ces expériences ont transformé Carla en championne des droits des personnes transgenres. Avec trois autres, Carla a fondé Comcavis Trans, qui a été créé pour représenter, défendre et promouvoir les droits humains des personnes LGBTI, en mettant l'accent sur les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, comme elle. Dans cette société, Carla a vécu sous la menace et ça n'est pas terminé. Et donc, c'est une des raisons nombreuses pour lesquelles nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Nous saluons également votre mère, Rosa. Et pour ce qui est des deux autres finalistes, ici représentés par leur famille et amis. Mohamed Ezari est le directeur pays Égypte de l'Institut du Caire pour les études des droits humains, responsable de la recherche juridique, du travail auprès des médias et du plaidoyer national. L'Institut a beaucoup d'influence dans le monde arabe, et notamment en Égypte, bien entendu, et cela s'est traduit ensuite par des menaces de mort contre son directeur qui a été forcé de partir à l'étranger. Mohamed a choisi de rester, on l'a empêché de voyager pour recevoir son prix. C'est un universitaire, un militant, et qui est largement reconnu comme étant une figure unificatrice qui réunit la communauté des droits humains en Égypte pour plaider pour une approche commune. Et donc, c'est un plaisir d'accueillir sa femme, Shima Abdelaziz, ainsi que leurs deux jeunes filles, ainsi que le directeur de l'Institut du Caire, qui vont recevoir le prix au nom de Mohamed. Et pour terminer, un groupe d'extraordinaires défenseurs des droits humains du Cambodge, Free the 5K, sont 5 militants qui ont été détenus pendant plus d'1 an en raison du travail qu'ils font pour l'association cambodgienne pour les droits de l'homme et le développement ad hoc. Ils ont été récemment libérés après 427 jours d'emprisonnement. Ils attendent leur procès. Il y a eu des appels internationaux en faveur de leur libération inconditionnelle et pour que l'on mette un terme au harcèlement judiciaire contre les défenseurs des droits humains au Cambodge, et tout cela dans un contexte de répression sévère contre la société civile et l'opposition politique au Cambodge. Les 5 n'ont pas eu l'autorisation de voyager, mais nous sommes heureux d'accueillir San Baté et Un Bunari, les filles de Yo Soksan et Lim Moni, respectivement, et vous les verrez tout à l'heure. Un des aspects particulièrement difficiles de la situation dans laquelle se trouvent les défenseurs des droits de l'homme, c'est la situation de leur famille. Et cette année, les finalistes, leurs familles ont payé, continuent de payer un coût personnel très élevé. Je rappelle dans ce contexte que nos lauréats de ces 2 dernières années, Ahmed Mansour des Émirats arabes unis et Ilham Tohti de la Chine, continuent à croupir en prison. Et donc nous continuons à travailler pour les faire libérer. Avant d'annoncer le lauréat de 2017, eh bien, je voudrais maintenant saluer nos donateurs qui nous apportent leur soutien financier, notre crédibilité. La décision de donner envoie un signal fort pour dire que la protection des défenseurs des droits de l'homme est importante et que le prix Martin Ennals joue un rôle important à cet égard. Genève est la capitale des droits humains et par conséquent, il n'y a que juste que ce prix soit présenté ici. Nous remercions pour sa contribution à la Confédération suisse, le canton de Genève, une fondation privée,
et surtout la ville de Genève qui accueille cette cérémonie pendant la semaine des droits humains de l'Université de Genève. Je voudrais notamment remercier le maire Salerno, qui est une championne de ce partenariat depuis des années. Mais c'est également un prix international, bien entendu, comme le reflètent nos donateurs internationaux qui soutiennent les défenseurs des droits humains. Il y en a eu beaucoup, il y en aura encore beaucoup d'autres. Nous parlons du gouvernement de l'Irlande, des Pays-Bas, du Danemark, de la Norvège et bien d'autres. Alors pourquoi est-ce que ces donateurs nous soutiennent? Eh bien, je voudrais ici mentionner un jury de 10 organisations non gouvernementales qui défendent les droits humains, qui apportent une crédibilité unique à ce prix Martin Ennals. Cette crédibilité fournit une protection réelle, nous le savons, parce que ce sont nos lauréats précédents et nos finalistes précédents qui nous le disent. Vous avez vu leurs noms à l'écran, mais je voudrais les mentionner à nouveau. Human Rights Watch, Frontline Defenders, Human Rights First, la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, International Service for Human Rights, HUI Docs, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung Germany, la Commission internationale des juristes, l'Organisation mondiale contre la torture, le MCT, et bien entendu Amnesty International, qui avait dirigé Martin Ennals en tant que son premier secrétaire général. Martin aurait eu 90 ans cette année. Et je suis un des derniers de la génération qui a travaillé avec Martin. Et donc, il est très gratifiant que nous soyons tous ici réunis pour l'honorer. Je voudrais remercier le jury de son travail. Et ça n'était pas simple de choisir les 3 finalistes et plus dur encore de désigner un lauréat parmi eux. Les 3 finalistes ont été informés hier. Et maintenant, j'ai l'honneur de faire cette annonce publique et je félicite Mohamed Zari, qui a été désigné lauréat du prix Martin Ennals 2017. Thank you, ladies and gentlemen. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents, merci de soutenir ces courageux défenseurs des droits humains. Thank you, Dick. Let me introduce you now one of the first finalists. They come from Cambodia and they're known by the name 3-5KH. Dick has already introduced you to some of their work. Let me add that their work is contributing to empower thousands of Cambodians today to actively defend their rights and seek justice. Here's a film to introduce you to their work. នៅពេលដែលគេចាប់ពួកយើងខ្ញុំមិនដែលគិតថាគេចាប់ពួកខ្ញុំទេយើងមិនដែលគិតថាយើងចង់បានអំណាចនឹងទី1ហើយយើងដើរបង្រៀនផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ស្គាល់ពីសិទ្ធិហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2វាដូចជារូបភាពនេះយើងបញ្យល់ពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់អំពីការស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងពួកយើងនៅតែងតែឈរនៅខាងពួកគាត់ដែលក្រីក្រអញ្ចឹងអាថុកមានគោលការណ៍មួយគឺឈរជានៅខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការរំលោភហើយជួយពួកគាត់ដូច្នេះការយើងជួយពួកគាត់នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋទេយើងចង់ជួយពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ដោយទទួលបាននៅការដោះស្រាយមួយដោយគាត់លែងភ័យខ្លាចមិនឲ្យគេគំរាមកំហែងដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការងារខ្ញុំជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងខ្ញុំប្រកាសជាប្រឈមប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើប្រឈមកម្រិតណាអីកម្រិតណា
ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួនហ្នឹងវាជាការប្រឈមមួយសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទូទៅហើយ ខ្ញុំនឹងមនុស្សបំផ្លាញជាតិខ្ញុំនឹងជាភេរវករបំផ្លាញជីវិតមនុស្សបំផ្លាញខ្ញុំតែងតែគិតថាកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ទទួលការគំរាមកំហែងច្រើនពីការងាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានការយល់ឃើញថាការងារនេះត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្នកដែលរំលោភបំពានដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែតាំងស្មារតីតាំងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាសភាពការបែបនេះខ្ញុំត្រូវតែរក្សាជំហរខ្លួនឯងក្នុងការរស់នៅពន្ធនាគារហ្នឹងមិនមានន័យថាមិនរួញរាខ្លាំងពេកទេដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវពេលដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់ថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់មានផ្ទៃពោះចិត្តឆ្លងទន្លេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំជាប់បាន2ខែគាត់ឆ្លងទន្លេខ្ញុំគិតថាពីមុនគាត់មានការលំបាកខ្លាំងបាទពីដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់នៅពេលតាមពិតនៅពេលដែលចាប់ខ្ញុំភ្លាមគាត់ពិបាកមែនទែនរហូតដល់ស្លាប់បាទគាត់ស្លាប់ចឹងមួយឆ្នាំ2ខែនេះគឺថាយើងទទួលនៅការប៉ះពាល់ទៅដល់ទី1ផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងខ្លាំងបាទផ្លូវអារម្មណ៍នេះគឺថានៅពេលដែលខ្ញុំជាប់ដំបូងនោះគឺខ្ញុំដេកពេលខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែកបាទជាមួយយើងគាត់គាត់តែបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចបទល្មើសប្លន់បទល្មើសបករបួសស្នាមសម្លាប់មនុស្សអីចឹងណាហើយយើងទៅសម្រាកនៅជាមួយគាត់ When you go to the prison, you are classified as prisoner. You are classified as criminal. So everybody, every guard and police, they look at you as prisoner. So first, you need to be low profile. Let them look down on you, and then step by step, you show them that you are different. Even in prison, you do good service to other prisoners in need. យើងតែងតែប្រឹក្សាយោបល់ច្បាប់អំពីនីតិវិធីនៃការការពារខ្លួនស្របច្បាប់របស់យើងជាអ្នកទោសហ្នឹងចំពោះមុខច្បាប់ដោយសារតែអ្នកដែលមកពឹងពាក់យើងប្រឹក្សាយោបល់ហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយបំពានដែរជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការទទួលស្គាល់ការគោរពទៅលើអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីជាអ្នកនោះត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងបទល្មើសអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយល់ដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវក្នុងរយៈពេលដែលយើងបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះយើងឃើញថាមានពិសេសជាងគេនោះយើងឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនច្រើនមហាជនទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកមានអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាតុលាការក្នុងប្រទេសមិនឲ្យយុត្តិធម៌ដល់យើងក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់យុត្តិធម៌មកលើពួកខ្ញុំគឺទៅលើមតិរបស់សហគមន៍ជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងមនុស្សនឹងត្រូវដេកជាន់លើគ្នាអ្នកសម័យមើលថាដូចអីខ្ញុំតែងតែគ្រប់អង្គុយមើលពួកគេហ្នឹងដូចមនុស្សជាន់គ្នាស្លាប់ក្នុងសម័យកោះពេជ្រចឹង
លោកគ្រូទាំងអស់មកហើយនឹងអ្នកគ្រូសូមឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ ដើម្បីមកជួបជុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនយើងទ្រាំទ្របានមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែមានការគាំទ្រហើយដោយសារតែយើងដឹងថាយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសយើងបានធ្វើអំពើត្រឹមត្រូវហើយ We defend everybody that become victims, not only ordinary people, ranking from like community people, land victims, lawmakers, or politicians. We also defend the police being trapped as a victim. That's why the government doesn't like the way we defend people who the government identify as opposition to them, that the government want to crack down, want to divide, want to destroy. គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជួយពលរដ្ឋដែលមានការភ័យខ្លាចនៃគេរំលោភដូច្នេះហើយបានជាពួកយើងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាយើងមានគោលការណ៍មួយយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាច ថាពួកយើងនឹងប្រឈមទៅនឹងរឿងច្រើនបាទឈមរឿងអាចរឿងដល់សម្លាប់រឿងដល់រត់យើងប្រើពាក្យថាឲ្យនេះតិចថារត់ចោលស្រុកគេថាសុភាសិតខ្មែរថាបើយើងធ្វើជ្រូកវាត្រូវតែទឹកក្តៅណាអានោះវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើសិទ្ធិមនុស្សវាត្រូវតែជួបបញ្ហាអស់ហ្នឹងបាទយើងគិតបំផុតទេបាទ ខ្ញុំអាចមានស្ថានភាពប្រសើរមកដល់ថ្ងៃនេះមិនបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងអំពីប្រជាជនពីជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយគេអំពីប្រជាជនទូទៅអំពីសហគមន៍ក៏ដូចជាខាងអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើការគ្រប់គ្រង ច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ជាប់ពន្ធនាគារតែនៅក្នុងនោះគឺថាមានអ្នកជាប់ឃុំរាប់ពាន់រាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដែលគេមិនបានមកប្តឹងដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយសុទ្ធតែទទួលរងនៅការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរតាមអ្វីដែលអ្នកជាប់ឃុំរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺថាភាគតិចណាស់ដែលមិនទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មធ្វើបាបវាយគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែវាយឲ្យស្លាប់រហូតដល់ស្លាប់នឹងធ្វើទរណកម្មផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មាននៅក្នុងពន្ធនាគារជាព័ត៌មានមួយសំខាន់ដែរបាទដោយសារតែគាត់ពិបាកហើយគាត់ភ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសហគមន៍ឃើញអីគេយកចិត្តទុកដាក់គេជួយគ្រប់គ្រងយើងនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានមោទនភាពទៅវិញឥឡូវនេះរហូតដល់គាត់មានការសប្បាយរីករាយឃើញបងប្អូនយើងគាត់បាត់អាភាពភ័យខ្លាចទៅបែរជាគាត់មានមោទនភាពថាអូគ្រួសារគាត់ធ្វើកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានតម្លៃ ដូចជានេះការទៀមទាការបាតកម្មលើកបដាលើកអីទៀមទាយុទ្ធធម៌នឹងឯងដែលចង់បង្ហាញថាឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងទៅដោះស្រាយជូនគាត់មិនមែនឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងទៅប្រក្រាបគាត់ទេអញ្ចឹងកន្លងមកបើសិនជាអាជ្ញាធររដ្ឋនឹងគាត់ទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាវាគ្មានរឿងអីដែលត្រូវរំលោភសិទ្ធិទេអញ្ចឹងការងារបេសកកម្មផងសមាគមអាត់ហុកនៅតែបន្តធ្វើការជួយប្រជាពលរដ្ឋទៀត លុះត្រាតែនៅក្នុងសង្គមយើងគ្មានការរំលោភសិទ្ធិទើបអាចហុកចប់បេសកកម្ម As the 5 members of the group were not allowed, they were banned from traveling by the Cambodian authorities, Mrs. Sandrine Salerno, who's the deputy mayor of the city of Geneva, will now hand the award to Son Vate. She's Yili Soksan's daughter, and Bunari, who is Limoni's daughter. They will receive the award and speak on behalf of Free to 5HKH. Please welcome them
all three on stage. First of all, I would like to pay my high respect to Honorable Mom Tout d'abord, je voudrais vous saluer, vous qui êtes présents ici ce soir. Je m'appelle San Vatanaka Vatei. Je suis la fille de M. Yi Sok-san, enquêteur en chef de Haddock, l'un des 5 qui a été emprisonné pendant 427 jours. Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi que d'être ici, devant vous, sur cette tribune, alors que j'étais encore témoin au Cambodge il y a quelques jours, dans le cadre d'un procès pour violation des droits humains. Et je suis là pour représenter mon père et les 4 autres, étant donné que ils sont sous le contrôle du tribunal, bien que le tribunal municipal les ait libérés le 29 juin 2017, mais ils ont l'obligation de ne pas sortir du Cambodge. Ils font l'objet de pression de la part du gouvernement cambodgien aussi. Le jour où les 5 ont été arrêtés, ça ne concernait pas que ma famille, mais également les 4 autres qui ont beaucoup souffert physiquement et émotionnellement de cette détention injuste. Nous avons perdu notre père, notre mère et notre bonheur familial. Certains enfants ont dû quitter l'école parce qu'ils ont dû jouer le rôle de parents. Et ensuite, toute chaleur dans la famille a disparu. Et les mamans ont vécu avec les larmes de jour en jour en attendant que leurs époux rentrent pour dîner. Et aujourd'hui, nous sommes Cambodgiens, nous sommes très fiers de nos parents parce que nous sommes sur une scène internationale aujourd'hui pour représenter les 5. Et aujourd'hui, les 5 ont été reconnus par les défenseurs des droits humains dans le monde entier. Mesdames, Messieurs, au nom des Haddock 5, je voudrais remercier le jury qui nous a choisis pour ce prix, un prix qui a encouragé les 5 parce qu'ils ne sont pas coupables, ils n'ont rien fait de mal et leur travail était reconnu par la communauté des défenseurs des droits humains dans le monde entier. En fin de compte, je dirais lutter pour la démocratie, pour les droits de l'homme et lutter pour le Cambodge. Merci beaucoup de votre attention. Thank you very much. We will proceed now with our second outstanding human rights defender who is honored this evening. Et nous allons passer maintenant à Carla Avelar de Salvador, qui a consacré sa vie à la défense des droits humains, des personnes LGBTI, séropositives, des migrants, des personnes qui sont privées de liberté, et qui sont vulnérables, victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Et en disant cela, eh bien, je veux dire qu'elle a été blessée par 14 balles. Elle a été violée en prison, elle a été torturée, elle a été exposée à une persécution politique. Voici un film qui rappelle le travail qu'elle a fait. Pasamos a El Salvador, donde hay alarma y preocupación en varios sectores de la población por el aumento de los crímenes contra homosexuales. Diversas organizaciones critican que las autoridades muestren desinterés ante esta situación. Salvador Castellanos nos trae reacciones de personas que se sienten víctimas de la intolerancia sexual.
Antes te insultaban. El ataque era más verbal. Si bien es cierto, años atrás era mucho más complicado caminar por las calles de El Salvador, también es cierto que no ha cambiado mucho en la actualidad. Ahora atentan contra tu vida. Ahora es la sociedad silenciosa que hoy no te ultraja, pero que te está matando. Creo que es a raíz de que no hay leyes que garanticen los derechos de las personas LGBTI. La sociedad está acostumbrada a regirse bajo los términos que las diferentes iglesias predican y que hacen que la sociedad mantenga un perfil de discriminación, un perfil de rechazo que está enraizado en nuestra sociedad. Habían hecho como... A temprana edad, pues, empecé a identificarme como una chica y no como un chico, ¿verdad? Y el temor de que mi familia se diera cuenta de que yo no era una persona, en teoría, normal, ¿verdad? También a los 9 años fui violada por un primo y eso incrementó mi necesidad de salir de mi lugar de origen. Fue un cambio radical, ¿verdad? No tenía dónde vivir, no tenía nada. Conocí el trabajo sexual y me expuso a situaciones de violencia. Hubieron personas que atentaron en contra de mi vida, ¿verdad? Por el simple hecho de ser una persona trans, ¿verdad? Que en ese momento ni yo misma siquiera lo sabía. Una de las cosas más duras que marcó mi vida fue cuando me mandaron a un centro penitenciario. Que las autoridades del lugar supieran que me estaban violando, que me estaban torturando y que no hicieran nada. En mi caso, tuve que salir de mi país porque la violencia que tenía era un familiar, que todavía la tengo. Fui maltratada, incluso fui usada sexualmente por unos federales. También tuve que tener yo misma un cambio. También tuve que pasar por un proceso de reparación, de sanación conmigo misma antes de yo poder brindar un servicio. Antes de yo ser empática con la situación de violencia, con la situación de vulnerabilidad, con la situación de hambre, con la situación de rechazo que puede estar pasando una compañera en este momento. Yo ya lo viví y sé lo que duele, pero también sé por dónde irte para superarlo. Y eso me permite ser un canal de tranquilidad, de paz y tener la confianza que tienen mis compañeras en el trabajo que yo estoy ejerciendo en este momento, que para mí no es un trabajo, es mi razón de ser. Hace 30 años fui obligada a irme de mi hogar, dejando atrás mi familia, a volver hoy al lugar de donde me fui. Mira que ese árbol es viejo, ¿eh? Bueno, todo esto sí me acuerdo ya, pero no conozco a la gente que vivía acá, ¿verdad? Solo pasaba. Ahí nací. Ahí viví con mi abuela, con mis hermanos, con mi mamá. Dios mío, mire usted tanto tiempo uno, ¿usted qué se va a acordar uno? ¿Ya no me conocía? ¿Ve que le dije, nada. ¿No? ¿Es mi tía? Sí, es su Sí, tía. de que le dije, no te va a conocer, le dije. Sí, no. Ya, villita. ¿Y ahí quién vive ahora? Ay. Ajá, porque ahí era la otra casa suya, ¿va, tía? Sí, ahí don Paco está ahorita, como es de don Galín, la casa. De mi primo también. Una familia, ¿no?
tenía un poco de miedo de venir. No de desconfianza, sino que miedo de encontrarme nuevamente con el pasado. Y dale a Dios que todo va a salir bien, ¿verdad? Es duro llegar a un lugar donde no tenés quien te reciba, No, pues claro. quien no te dé un plato de comida, comer basura de la calle, tía, dormir en la calle. Sí, es duro. O sea, yo lo viví en carne propia. Ahora, lo que usted me está contando todo esto, yo ignoraba por completo. Por eso digo, Por eso igual. hubo un factor muy grande que me hirió y me hizo daño. Y yo estoy consciente también que yo no fui la hija ideal para mi mamá. ¿Ah? ¿Cree que no es? No, yo todito lo que usted me está contando, ciertas cosas las sabía, pues su mamá me contaba, Ajá. pero digamos lo más sencillo quizás, Claro. pero lo más duro así. He terminado aceptando y perdonando a mi familia por el daño que me hicieron. Porque de querer o no, yo los extraño a todos y cada uno de ellos. La situación, las circunstancias me obligó a crecer lejos de ellos. Pero nunca me olvidé de ellos. Esa es la verdad. Hoy en día que ha llegado al extremo, pues, de que algunos miembros de mi familia me han pedido perdón por el daño que me hicieron. Pero también ellos lo reconocen que fue por la falta de información. Entonces eso como que los obligó y los cerró. Ya no puede retroceder. ¿Y Vamos para adelante. qué tan lejos está de aquí? Yo no me acuerdo ya, Rancho Luna, ¿dónde está Martina enterrada? ¿De parte? Ah, eso, o sea, está lejos, ¿verdad? No, tan fijo como de acá hasta allá, ¿verdad que sí? Aquel día para cuando cumplió años antes, porque no puede, ya están secas. Todo esto está seco. Pero mira, ahí están. ¿Cómo le dice el nombre de ella? Ahí están. Ahí está Don Juan. Sí. Cuánto te extraño, tía. No sabe cuánto yo sufrí cuando ella me fue. Sí, lo sé. Ella fue la única que me aceptó. Me acuerdo cuando regañó a mi mamá porque no me aceptaba como era. Ya ve que ella la quiso hasta el final. Así, ¿verdad? Sí, yo sé que lo sigue haciendo, me sigue cuidando y todo eso. Pero Y ella desde el cielo le pide porque las almas piden por uno. Ella le pide a ella. no sé por qué. A veces la vida está injusta. Toda esta situación alimentó un dolor que se volvió una virtud. Descubrí a una Carla más fuerte, a una Carla que ni yo misma conocía. Creo que soy una mujer en toda la extensión de la palabra. La profesión que me dio la vida, conocer la realidad de cerca, ahora me permite reclamar mis derechos, ¿verdad?, de una forma más prudente y hacerle ver al Estado, al gobierno, que su irresponsabilidad o su falta de compromiso está causando daño en muchas personas. Y no solamente en las personas gay, lesbianas, bisexuales o trans, sino que también afecta a los vínculos familiares y que va más allá. Apegado al trabajo que puede hacer el Estado salvadoreño es la intervención de los mecanismos internacionales que insistan o que exijan o que demanden que el Estado salvadoreño
de cumplimiento a los tratados internacionales que ha firmado y que ha ratificado además. Y aparte de eso, ahora que le dé cumplimiento. El interés es que esto beneficie a un país que necesita de reparación y de mucho respeto hacia el prójimo. And now to give Miss Carla Avelar her award. Pour remettre son prix à Carla Avelar, puisqu'elle est là ce soir, eh bien, je voudrais demander à Carla et à Monsieur Michel Forst de bien vouloir venir sur la tribune. Muy buenas noches. Bonsoir. Y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de asistir a este magnífico evento que sin lugar a dudas pues marca la diferencia alrededor del mundo y resalta el trabajo que realizamos cada uno de los defensores de derechos humanos, algunos con oportunidades y otros con mínimas oportunidades y con muy pocos recursos. Hacemos lo que podemos para defender y para reclamar nuestros derechos. Nous faisons donc ce que nous pouvons. Estimados y estimadas asistentes de esta honorable ceremonia de premiación, como todos saben, mi nombre es Carla Avelar. Comme vous le savez, je m'appelle mujer transgénero de 40 años de edad y activista de El Salvador. Iniciar este discurso agradeciendo a muchas personas Je voudrais de estar acá en este momento. Remercier tous ceux qui m'ont permis d'être là ce soir, car grâce à votre appui, parce que compartir y dirigir que j'ai l'honneur de partager ce moment avec vous et de m'adresser à vous. A quienes tengo decoro de agradecer. Parmi les personnes que j'ai l'honneur de remercier car elles m'ont donné cette occasion et appuyé ma formation en tant que militante des droits humains. Et je mentionnerai plus particulièrement ma mère, Rosa Angélica Avelar, et ma grand-mère, Agustina de Jesús Avelar. Des femmes admirables qui m'ont transmis des principes et des valeurs et qui ont été le pilier et l'axe central de ma vie, ma principale force et inspiration, mes modèles pour me dépasser jour après jour. Sans leur extraordinaire appui, amour et compréhension, tout ce travail n'aurait jamais vu le jour. Je n'aurais jamais pu le faire. Et je remercie également ma famille qui m'a témoigné son amour, reflété par une volonté nouvelle de connaître de près
la communauté LGBTI, en s'éduquant, en se sensibilisant peu à peu, jusqu'à accepter et respecter mon identité de genre en tant que femme trans. Également, et de manière très spéciale, je souhaite remercier les personnes LGBTI qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance et qui ont misé sur le travail que je faisais en tant que défenseuse des droits humains. Je dois aussi mentionner tous ceux qui n'ont pas cru en moi, ceux qu'il m'a fallu convaincre a ganarme su confianza y superar mis propias metas, sepan que sus pensamientos y postura crítica me sirvieron de ayuda para... m'ont servi à développer mes capacités et à forger mon caractère, et c'est ce pourquoi je vous suis amplement reconnaissante. La communauté LGBTI, en tant que partie vivante de la société salvadorienne, doit être déterminée, forte et persévérante pour dynamiser les changements socio-économiques et culturels, pour briser le cycle de la violence et de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression du genre. Le premier pas à accomplir pour y parvenir consiste à se reconnaître comme citoyenne et citoyen, ayant la même valeur et la même dignité que toute autre personne, avec des qualités et des défauts, des sentiments et des besoins. Le pas suivant, c'est la lutte collective et organisée. En tant que peuple qui demande ardemment la reconnaissance, la réparation, la protection et que cesse la violence et l'oppression qui caractérisent les différentes sociétés hétérosexistes et patriarcales dans le monde. Je remercie les militantes et les militants qui m'ont accompagné dans cette lutte dans le passé et aussi dans le présent. Et je profite de cet espace pour lancer un appel énergique aux nouvelles générations pour qu'elles s'autonomisent, se préparent de manière personnelle et professionnelle et se lèvent pour défendre leurs droits. Je lance un appel solennel aux dirigeants politiques au niveau international pour qu'ils agissent pour une vraie garantie des droits humains, par et pour tous, et ce, dans des conditions d'égalité, comme l'énonce la Déclaration universelle des droits de l'homme. De la même manière, je lance un appel intense au niveau mondial, aux mécanismes internationaux des droits humains, pour qu'ils recommandent, contrôlent et sanctionnent les États membres de l'ONU qui ignorent les dénonciations récurrentes des agressions contre les communautés LGBTI dans leurs différents pays. Les agresseurs doivent être jugés, qu'ils appartiennent à la société civile, aux organes gouvernementaux, au secteur religieux ou à tout autre secteur. Je souhaite également remercier de manière très particulière Human Rights First, les ONG membres du jury, et particularmente a la Fundación Martín Enals, por su incansable trabajo y por el reconocimiento que realizan año con año para los defensores y defensoras de derechos humanos alrededor del mundo. Asimismo, extiendo un llamado enérgico y eufórico a los estados y a los gobiernos de todo el mundo para que se reconozca, apoye, proteja y legitimice la lucha incansable que realizamos los defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo, y que estos trabajen en coordinación para un mundo más justo con los más marginados y excluidos de la sociedad, entre estos las personas LGBTI. Aprovecho también para incentivar a los mecanismos e instituciones internacionales con mejores recursos y que defiendan los derechos humanos, apoyar el trabajo que realiza la sociedad civil en Centroamérica y el mundo entero.
la cual muchas veces realiza con muy poco o nulo apoyo de los estados su trabajo de Defensoría de Derechos Humanos y en condiciones de riesgo y de vulnerabilidad. Me solidarizo con todas mis compañeras y compañeros defensores de derechos humanos alrededor del mundo y les insto a que sigamos luchando juntos por alcanzar la paz, consolidando democracia genuina con estados laicos, transparentes, que respeten la naturaleza de la vida humana en todas sus expresiones y que promuevan una sociedad civil progresista. Este discurso lo doy en memoria de más de 600 personas LGBTI que han sido asesinadas en mi país con lujo de barbarie desde 1993 a la fecha. Y todos estos 600 asesinatos se encuentran en total impunidad, porque mi Estado se niega a reconocer la identidad o las orientaciones diferentes a las heterosexuales. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Également parmi d'autres, Madame Kate Gilmore, haut-commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l'homme. Elle va remettre le prix Martin Ennals 2017 dans quelques instants. Mais elle voudrait tout d'abord vous parler de la situation des droits humains dans le monde aujourd'hui. Je suis certain qu'elle a beaucoup à dire. C'est à vous, Madame Kate Gilmore. Good evening. Bonsoir. Au nom du haut-commissaire aux droits humains, actuellement en Libye, Zeid Ra'ad al-Hussein, au nom de mes collègues du bureau des droits humains de l'ONU ici, je voudrais vous saluer, féliciter la Fondation Martin Ennals, la ville de Genève, l'Université de Genève, et féliciter de cette magnifique occasion. Excellences, chers amis, chers collègues, il ne saurait y avoir de privilège plus grand que celui-ci, de pouvoir se réunir ensemble librement, en toute sécurité, assis confortablement, comme nous le faisons ce soir, pour exercer nos droits humains, pour reconnaître, saluer l'exercice des droits humains, pour célébrer, reconnaître ceux qui, jour après jour, tous les jours, défendent l'ADN de notre dignité, de nos identités, de notre humanité commune, qui défendent des droits humains indivisibles, universels, inaliénables et fondamentaux. Vous savez, le pouvoir est la conséquence de cette défense des droits humains et du besoin pressant de droits humains que nous avons dans le monde entier peuvent être mesurés par toutes sortes de calculs, mais il n'y a pas de chiffre plus révélateur de la contribution des défenseurs des droits humains que le fait de mesurer la force brutale, la persécution pernicieuse, la répression impitoyable auxquelles
sont soumis aujourd'hui dans tellement de pays, sous tellement de régimes, un si grand nombre de défenseurs des droits humains aujourd'hui. Leur voix ne compte pas, leur militantisme ne compte pas, leur courage n'a aucune importance. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que ceux qui ont tellement plus de pouvoir veulent réduire tellement au silence ceux qui ont tellement peu de moyens? Mais cette répression est révélée avec beaucoup de cruauté par la stature humanisante de la protection des droits humains que recherchent les défenseurs qui sont réduits au silence. Et dans le monde entier, nous sommes les témoins de ces personnes que l'on réduit au silence. Nous sommes les témoins des politiques qui visent à faire taire les voix que l'on entend, à faire taire le contrôle exercé par le public. Et nous voyons les avantages maléfiques du pouvoir sans limite en intervenant dans les médias, le judiciaire, la police, le Parlement, en abusant ces outils, ces méthodologies, ces institutions gouvernementales qui affirment et qui protègent nos libertés pour les transformer en armes, pour les empêcher. Si bien que les défenseurs des droits des femmes, des droits des peuples LGBTQI, des droits fonciers des peuples autochtones, des droits des minorités, si bien que ces défenseurs peuvent se heurter à des arrestations arbitraires, peuvent être détenus au secret, peuvent être soumis au mauvais traitement et à la torture, peuvent disparaître, être assassinés, pour que des pouvoirs illimités des gouvernements puissent se développer sous les prétentions fictives des nationalistes. Concernant les origines monoraciales et les frontières souveraines, que les autorités fomentent la haine et la violence contre les communautés minoritaires pour que l'état de droit et les principes de la responsabilité publique puissent être limités, alors que les journalistes, les avocats, les juges qui essayent de travailler avec intégrité et indépendance sont licenciés, arrêtés ou pire encore, arrêtés. Pour que le travail de la société civile, des organisations non gouvernementales défendent les droits des personnes, pour qu'ils fassent l'objet de campagnes de dénigrement, qu'on leur impose des amendes exorbitantes, qu'on abuse le système judiciaire pour exercer une coercition sur eux. Vous savez, ce sont là des moyens compliqués, denses, coûteux, pour faire taire et pour faire taire les défenseurs des droits humains. Et tout cela, en fait, nous révèle simplement à quel point est limité le pouvoir de contrôle, à quel point est limitée la capacité du pouvoir à se justifier par rapport à ceux qui n'ont pas de privilèges. Cela montre que l'esprit de clocher la haine fleurisse dans des lieux privés de cette lumière qui est apportée par le travail qui est réalisé par les défenseurs des droits humains. Aujourd'hui, dans des contextes de violence et de répression illimitée, les défenseurs des droits humains continuent de se lever. Et leur position courageuse nous rappelle, comme l'a dit un juge de la Cour suprême des États-Unis, M. Brandeis, la fonction la plus importante est celle du citoyen privé. Permettez-moi de parler quelques instants de ceux qui détiennent cette fonction la plus importante, c'est-à-dire les 3 nominés pour le prix Martin Ennals 2017 ce soir. Vous savez, Carla, c'est extraordinaire de suivre votre histoire. Au Salvador, vous avez fait l'objet de menaces répétées.
vous avez fait l'objet de discrimination, de violence, simplement parce que vous êtes ce que vous êtes. En plus, c'est du travail extraordinaire que vous faites. Des fonctionnaires ne vous ont pas défendu, des institutions responsables de vous rendre justice ne vous ont pas servi. Et malgré cela, avec énormément de courage, vous avez mobilisé un soutien pour les droits de toutes les personnes, quelle que soit leur identité, pour les droits des personnes LGBTQI, pour les droits des femmes, pour les droits des personnes qui vivent avec le VIH, pour les migrants, pour les personnes privées de liberté. En tant que Bureau des droits de l'homme de l'ONU, eh bien, nous sommes extrêmement fiers de travailler étroitement avec vous. Et nous espérons que ce moment sera pour le gouvernement du Salvador un tournant, l'occasion de revoir, d'améliorer la protection de tous les défenseurs des droits humains et surtout ceux qui défendent les droits de la communauté LGBTQI. Maintenant, je voudrais parler de vos parents et de vos amis. Dans le contexte du Cambodge, le leadership démontré par vos parents, par leurs amis, est absolument extraordinaire. C'est un exemple pour nous tous. Nous savons qu'ils ont été détenus arbitrairement pendant plus d'1 an. Ils restent inculpés. Ils risquent 5 à 10 ans d'emprisonnement. Et nous comprenons que ce sont des choses qu'on leur reproche en raison du travail qu'ils font, un travail légitime, parce qu'ils défendent une femme qui serait liée à un chef de l'opposition cambodgienne qui lui-même a été arrêté le mois dernier. Ces dirigeants magnifiques, vos parents, leurs amis, eh bien, ils soutiennent les droits pour aider des victimes des violations de droits. Et nous célébrons leur leadership. Et étant donné que les élections nationales approchent au Cambodge, étant donné qu'il y a de plus en plus d'intimidation contre les personnes qui s'opposent au gouvernement ou qui ont simplement des points de vue différents, eh bien, il est essentiel que nous, la communauté internationale, nous tenions aux côtés du peuple cambodgien, nous tenions aux côtés de vos parents et de leurs amis. Et donc, pour en arriver à notre lauréat, si vous le permettez, votre magnifique mari et père de vos enfants, eh bien, pour nous, c'est un véritable exemple de courage. Nous savons qu'il y a de nombreux défenseurs des droits humains en Égypte et beaucoup d'entre eux menacés ont été obligés de fuir. Et nous savons que 43 travailleurs des ONG ont été emprisonnés. Plusieurs ONG internationales ont été obligées de fermer leurs portes. Et au moins 37 autres militants et employés, votre mari, M. Zari, fait l'objet d'une enquête pénale et on l'accuse lui-même et d'autres défenseurs des droits humains d'avoir reçu des fonds de l'étranger. Il y a 5 mois, pendant un interrogatoire, votre mari a été accusé, c'est extraordinaire, d'avoir l'intention de faire du mal à l'Égypte en raison du rôle qu'il jouait pour aider dans le cadre de cet examen périodique universel, c'est-à-dire un mécanisme des droits humains auquel chaque pays au monde contribue, c'est un mécanisme des droits humains des Nations Unies, et donc on l'accuse, lui, de vouloir nuire à l'Égypte en raison de sa contribution à un processus des Nations Unies. Et pour cette raison-là, il fait face maintenant à 25 ans d'emprisonnement en Égypte. Il faut bien se rendre compte, chers amis, on est en train de détruire complètement l'espace civique en Égypte avec des vagues d'arrêt, d'intimidation contre des défenseurs des droits humains, des journalistes, des dissidents politiques, et avec le blocage de plus de 400 sites Internet d'ONG qui défendent les droits humains.
et des médias aussi. Donc nous devons nous tenir à vos côtés. Nous devons documenter, nous devons contrôler, nous devons dénoncer et nous devons rappeler à l'Égypte quelles sont les promesses qu'elle a faites, c'est-à-dire être un des principaux exemples du respect des droits humains. Et personne n'a forcé l'Égypte à ratifier ou à accepter ces accords. Alors que nous célébrons votre extraordinaire contribution, eh bien, je crois qu'il est important de rappeler d'où vient leur demande courageuse du respect de leurs droits. Vous savez, au début, nous sommes sortis de la soupe primordiale de l'évolution lorsque le premier marécage a été asséché. Depuis lors, nous avons recherché, nous avons créé, nous avons bénéficié d'espaces dans la société civile et des militants qui les occupaient. Et ce sont leurs actions qui font de nous une société. Nous avons besoin de leur voix pour régler les problèmes que nous partageons, pour dénoncer l'injustice que nous subissons. Et nous avons également besoin de leur dissidence pour nous aider à inventer, innover et élever. Et même dans les cellules les plus sombres des prisons les plus cruelles, au milieu de camps de réfugiés sans aucune ressource, dans un village fragile en haut d'une montagne, dans les bidonvilles, parmi les travailleurs de la rue, entendu dans les murmures des laboureurs, dans les champs des peuples autochtones, dans les appels des manifestants étudiants. Et vous allez trouver ceux qui ne se couchent pas. Et là aussi, vous trouverez ceux qui ne se laissent pas réduire au silence, ceux qui vont se lever. Et ils se lèvent, pour nous, ça c'est plus vieux que l'histoire. Il ne peut pas y avoir de présent qui puisse nous empêcher de recevoir ce cadeau. La manière dont les dirigeants du monde abusent de leur pouvoir nous horrifie. Mais émerveillons-nous de la manière dont les défenseurs des droits de l'homme, bien que relativement impuissants, utilisent leur voix. Donc il faut leur donner le pouvoir, il faut les soutenir, les célébrer, les honorer. Rejoignez-les. Thank you, Mrs. Gilmore. As Dick Ostling announced, and so did Kate Gilmore, this year's laureate is Mohamed Zadia from Egypt, a devoted activist and legal expert specializing in human rights advocacy with an emphasis on freedom of expression. Il s'est spécialisé dans la liberté d'expression et d'association, mais Mohamed Zahri maintenant est sous enquête, sous examen. Il risque la prison à vie et évidemment on l'a interdit de voyage, mais il suit nos débats et j'espère que nous aurons de ses nouvelles après cette soirée, qu'il pourra nous parler de son travail. It's a very difficult feeling. Try to hide where I'm going on my kids. Trying to to make my mom feel that everything will be fine. And I know that I'm lying, that everything will not be fine. I don't know if I'm arrested tomorrow.
what my wife will tell my kids, and does she will have the courage to tell them that I'm arrested? She will be in a good situation to lie on them and tell them that your father is not here. He's traveling on a business trip. I've been charged with charges that could put me in jail for 25 years. I will waste a lot of time. My kids will grow up and I'm not with them. So I'm concerned about all of this. There are so many things in my head, and there are so many questions that I don't want to answer, and I try to escape from answering those questions. Because I want to be tomorrow, appear in front of the judge as a strong person, not hesitated, and to be proud of what I've did and everything I've done. Thinking of all of those questions and try to find an answer, this will make me somehow uncomfortable and hesitated. One of the evidence against me was writing the Universal Periodic Review report in 2014. And this is something that I proudly told the investigator that, yes, I wrote this report. And I am very proud of all the efforts that have been done in this report. This shows that the Egyptian government does really care about its international image. They want their narrative to be dominated, and no other narrative or no other discourse of what's happening in Egypt. With every terrorist attack, there are more repercussions taken by the government, and I'm afraid that those repercussions is not targeting the real threat, which is the Islamist radicals group, but it's targeting the peaceful groups, human rights defenders, political parties. I'm afraid that the government is taking an opportunity to make their hand more tight and strong over the society, to declare the state of emergency, to pass new, very repressive laws, to arrest more people. Egypt has been seen as a cornerstone in the stability in the region, but actually it is not. This regime are fueling radicalization in the country, providing the Islamist radical groups more soldiers by preventing justice, by preventing equality, by closing all the civic spaces. The government needs to know that they do need civil society. They do need human rights defenders. We are not the enemy of any government. We are not the enemy of anyone. We are just like an alarm for the government that things are not going good and things are not running smooth. So you need to change your policies. The most important thing is not the military or the security solution, but it's justice, respecting human rights, gives the people another alternative than the radicals have.
I've been working in the human rights field since I have been graduated from Faculty of Law. But actually, I always dreamed to be a pilot. But now it's very difficult even to achieve this dream, if there is any opportunity to achieve it. But it's very difficult because I never heard about a pilot that under travel ban. I don't stand unjust, and I hate to be silent when there's something I feel that it's wrong. For me, if I remain silent, for me and for all my colleagues, will not be happy with ourselves, will not be comfortable. But if we choose to be on the side of the government, I don't think that we are going to respect ourselves. I know from the very beginning when I started to work in the human rights field under a totalitarian regime like Mubarak, that in the end of this path, there is a consequence. There will be some kind of price. We are going to spend a good amount of our lives in prison. I don't know how I should be prepared to go to prison. But actually, everyone except me should be prepared not to let this happen. But I feel that I will be arrested sooner or later. I never ever thought of leaving the country because it's better for me to fight more here in Egypt in order to get a better life. The success that we are achieving, it's in very, very difficult circumstances. So although all the circumstances around you is not encouraging, but this is something that gives us a reason why we should continue. Seeing a lot of young generation talking about the universality of human rights and talking about the right to know, the flow of information, freedom of association, freedom of assembly. There is a lot of solidarity from different groups, from political parties, from human rights organizations, from public figures. This is actually the fuel that we can, that let us move, and this is actually the food that's keeping us alive. And even if we know very well that we will not have a happy ending, and most probably this will be something dramatic, but at least we will be very proud of what was achieved and what was achieved by the human rights movement in Egypt since 1984 till now. We've been following the script quite well. Donc on a respecté plus ou moins l'horaire de la cérémonie, mais nous avons Mohamed Zahri en direct par visioconférence. Bienvenue.
Then I will still ask. Je vais demander à Madame Gilmore de revenir à la tribune, ainsi que l'épouse de Monsieur Zari, et nous allons improviser quelque peu. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis, chers collègues, Bring my husband to our daughters. Chers collègues, merci beaucoup. Merci d'honorer mon mari, moi-même, nos deux filles. Nous saluons ce que vous faites pour honorer le travail qui a été fait par mon mari, par ses collègues. Cela représente énormément pour nous. Et maintenant, ils voient qui est leur père, ce qu'il fait et ce que font ses collègues du mouvement des droits humains en Égypte. Donc c'est l'image qu'elles garderont à leur esprit et c'est l'image qu'on pourra également transmettre dans les médias. Au début, nous avons menti à nos filles. Nous leur avons dit que l'on allait quelque part pour le travail de papa. Je ne savais pas ce que j'allais leur dire. Elles savent qu'il n'a pas le droit de voyager. Et comme dit Nelly, papa ne peut pas voyager parce que le gouvernement lui a dit de ne pas remonter dans un avion. Mais maintenant, je ne l'espère pas, mais si jamais Mohamed était arrêté, eh bien, je pourrais leur dire que leur père, avec ses courageux camarades, paye le prix de leur courage et qu'ils ne seront pas oubliés par le monde. Merci beaucoup de votre soutien et j'espère que l'on continuera de soutenir mon mari ainsi que ses camarades. Merci beaucoup. We have the image, but I think we have the sound as well. So. On a l'image et on a le son. Donc, Monsieur Zari, bonsoir. Nous vous écoutons très attentivement. Allez-y. Merci. Chers collègues, chers amis, merci de m'avoir permis de parler avec vous et de célébrer le travail fait par les défenseurs des droits humains dans le monde entier. Je suis très honorée d'être reconnu comme récipiendaire de ce prix. Adler and Trees of 5KH. You really inspire. Vous m'inspirez véritablement et vous nous demandez de rêver d'un futur meilleur. Donc merci beaucoup de votre courage, Carla et Free de 5KH. Cet honneur n'est pas
simplement une reconnaissance pour le travail que je fais. C'est un prix qui appartient aux dizaines de milliers d'Égyptiens qui ont été torturés, emprisonnés, disparus ou qui sont morts depuis 6 ans, simplement parce qu'ils dénonçaient la corruption et la tyrannie. Et ce prix appartient aux nombreux défenseurs des droits humains égyptiens qui actuellement font face aux menaces les pires qu'ils rencontrent depuis l'émergence de ce mouvement des droits humains dans le pays, mais qui continuent à lutter pour la liberté et la dignité, malgré les attaques constantes contre eux, y compris des campagnes de dénigrement, des interdictions de voyager, le gel de leurs actifs, la torture, la disparition forcée et des menaces imminentes contre leur vie. Ce prix appartient à des dizaines d'organisations des droits humains, de défense des droits humains en Égypte, alors que l'on essaye de réduire au silence une des communautés des droits humains les plus dynamiques au monde. Et ce prix appartient également à mes collègues, à mes amis de l'Institut du Caire pour l'étude des droits humains qui m'apportent force et soutien tous les jours, comme ils le font pour beaucoup de défenseurs des droits humains dans toute la région arabe. Mesdames, Messieurs, les nominés de la cérémonie de cette année représentent les différentes menaces que les défenseurs et les communautés de défense des droits humains rencontrent tous les jours dans beaucoup de pays au monde. Le cas de l'Égypte est un exemple. Le mouvement de défense des droits humains en Égypte fait partie du mouvement mondial de défense des droits humains. Ce mouvement mondial est également menacé. Et donc, nous devons nous réunir ensemble, toutes les régions du monde, et se tenir côte à côte si nous voulons sortir plus fort de ce mouvement ou de ce moment critique dans l'histoire. Pour ceux dans la salle aujourd'hui, qui sont des citoyens européens, nos sorts en tant que citoyens sont également liés. Votre liberté, vos droits dépendent également de la défense des libertés et des droits des Égyptiens. Ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité qui se déroule sous nos yeux. Amnesty International a récemment parlé d'une menace d'état d'urgence permanent en Europe. Et nous avons tous vu qu'il y avait un renforcement d'un soutien populaire en faveur des politiques qui sont fondées sur la haine. Or, ça n'est que l'ombre de ce qui pourrait advenir. Les événements récents en Europe ont été largement dus à des événements dans la région arabe, l'effondrement de régimes ou d'États tenus par la force brutale, suivis par des exodes massifs de réfugiés désespérés, la violence extrême exercée par des gouvernements qui ne permettent pas les divergences pacifiques et qui finalement donnent naissance à des organisations terroristes à grande échelle qui exportent leur violence horrible de l'autre côté des frontières. Et pourtant, les décideurs européens continuent de soutenir la démocratie et les droits dans ma région simplement du bout des lèvres. Mais faisant cela, ils trahissent pas simplement les valeurs démocratiques, mais ils préparent également le chemin pour la perte de leur propre liberté. Et donc, je vous demanderai à tous de demander à vos gouvernements de mettre un terme à cette action et de défendre les droits, pas simplement pour les gens que vous n'avez jamais rencontrés, mais également pour les droits de votre propre famille et de vos propres amis. En Égypte, comme dans d'autres États, nous devons lutter pas simplement pour mettre un terme aux abus des droits humains, mais nous devons également lutter pour résister à la normalisation de ces abus et à l'acceptation de ces abus comme faisant partie de la vie normale. Je me souviens la première fois qu'un tribunal égyptien a rendu un arrêt condamnant 529 personnes à mort. Mon téléphone sonnait en permanence. C'était des journalistes qui me demandaient de faire des commentaires. Un mois plus tard, lorsque une autre peine capitale a été rendue contre un nombre encore plus élevé d'inculpés, eh bien, personne ne m'a appelé. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pouvait devenir ordinaire, c'est-à-dire que les gens s'habituent. Et avec le temps, mes craintes ont été confirmées lorsque 188 autres personnes ont ensuite été condamnées à mort. Et ensuite, 110 de plus, et personne n'y a prêté attention. Le général Sisi, aujourd'hui président, a pris ses fonctions en Égypte déterminé à étouffer la vie publique ou l'action civique, en bloquant toute forme d'expression de la part de ses opposants, de voix indépendantes ou même de ceux qui désapprouvaient ses politiques en silence. Il pensait que c'était le meilleur moyen
pour empêcher la répétition de la manifestation de 2011 qui exigeait la dignité et la démocratie. Il n'a pas tiré la véritable leçon de Kadhafi ou d'Assad. Il est toujours en Libye les conséquences négatives du régime de Kadhafi, alors que Assad règne sur les cendres d'une Syrie détruite, un État qui a tué plus de 1 million de ses propres citoyens. L'Égypte fait face à des problèmes de sécurité indéniables. Les attaques terroristes ne se limitent plus au Sinaï, mais on les trouve maintenant au Caire, à Alexandrie, dans d'autres provinces. Mais cela ne semble pas inquiéter l'État égyptien. En fait, c'est une excuse pour adopter des lois répressives sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Par exemple, la nouvelle loi très répressive contre les ONG, qui en fait interdit des organisations indépendantes de la société civile, a été adoptée après le bombardement d'une église à Tanta et une autre église à Alexandrie. L'État égyptien s'est montré capable d'utiliser le renseignement ainsi que les technologies d'espionnage qui sont fournies par de nombreuses démocraties. Et pourtant, il ne déploie pas ses capacités pour capturer les terroristes ou pour protéger les patrouilles de sécurité au Sinaï. Il les utilise plutôt, par exemple, pour cibler et pour arrêter des membres de communautés de défense des droits LGBT. Ce ne sont que quelques exemples en Égypte qui montrent quels sont les problèmes que rencontrent ceux qui luttent contre l'oppression dans le monde entier. Et ce contre quoi nous devons lutter ensemble en tant que citoyens d'où que l'on vienne. Merci encore une fois de l'honneur que vous me faites et je souhaite ardemment continuer à travailler avec vous tous pour un futur meilleur. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup de ces paroles. Merci beaucoup pour votre travail, pour l'exemple que vous nous donnez à nous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci beaucoup. Okay, let's try to go on. Bien, nous reprenons notre ordre du jour et nous allons redonner la parole à Madame Sandrine Salerno. Et elle est très émue, nous le sommes toutes. Elle est maire adjointe de la ville de Genève et elle a travaillé très dur pour que cette cérémonie ait lieu. Mesdames et messieurs, chers amis, bon, j'ai un magnifique discours, mais je crois que ce soir, j'arriverai pas à le lire. J'arriverai pas à le dire non plus. C'est vrai que c'est un peu compliqué de faire le discours de la fin. Donc, je vais peut-être commencer par les remerciements, parce que c'est ce qui clôturait mon discours. D'abord, peut-être, dans l'ordre, bien évidemment, agradecer à Carla d'être ici à Genève pour un combat qui est si essentiel et si important aussi en Suisse et à Genève. Ce n'est pas uniquement un combat du Salvador. Le droit de chacune, de chacun d'être respecté dans son identité de genre.
Remercier bien évidemment les personnes qui représentent le groupe de défenseurs et les filles, hein, si j'ai bien compris. Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup, madame, d'être venue d'Égypte. J'avais écrit à l'ambassade d'Égypte pour que votre mari ait un passeport, mais ça m'a été refusé. Je pense que cette cérémonie, elle est compliquée parce que, et notamment cette édition, parce que, en définitive, on aurait vraiment envie que toutes les personnes, tous les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui ont été nommés, ceux qui vont recevoir un prix, soient présents avec nous. Et on se rend compte, c'est pas la première édition, qu'en définitive, certaines personnes ne peuvent absolument pas quitter leur pays. Et il y a toujours un mélange d'émotions, de tristesse aussi, de voir que, alors que pour nous, c'est parfois si simple de se déplacer et d'user de l'entier presque de nos droits fondamentaux, pour d'autres personnes ailleurs, c'est si compliqué. Donc, il y a toujours des sentiments assez ambivalents à l'occasion de cette cérémonie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette cérémonie, elle est très importante, et je pense que vous toutes, vous tous qui êtes réunis dans cette salle, vous partagez aussi cette conviction, c'est que partout sur la planète, des hommes et des femmes ont cette force intérieure si incroyable qu'ils arrivent à se mobiliser, à porter des combats essentiels pour des droits fondamentaux qui, je le redis, ne sont pas uniquement des droits fondamentaux dans leur pays, mais leurs droits sont aussi nos droits. Donc, quelque part, leur combat, il est aussi essentiel pour nous ici à Genève, dans les conditions de vie souvent très confortables que nous connaissons. Donc, le sentiment d'avoir vraiment des hommes et des femmes qui sont exceptionnels, qui ont souvent des familles qui sont exceptionnelles, qui les appuient, qui les supportent dans leur combat, parce qu'on l'a vu ce soir, que ce soit pour la famille de Carla, pour votre époux, pour vos parents, c'est souvent un engagement personnel qui met à très forte contribution l'entier de la famille et des amis. Et on peut imaginer chacune et chacun ce que ça signifie comme engagement personnel, mais aussi comme engagement familial large lorsqu'on prend ces chemins-là, qui pourtant sont des chemins vraiment essentiels parce qu'ils rappellent notre dignité à nous, les hommes et les femmes, de disposer de droits fondamentaux et de vivre dans des démocraties où les gouvernements respectent nos droits fondamentaux. Donc vraiment, un énorme merci à vous et au-delà de vous, à vos parents, à vos amis qui vous accompagnent sur ce chemin. Remercier aussi bien évidemment toutes les associations qui sont le cœur du prix Martine Henal. On les a citées, Monsieur Dick, Austin, vous les avez cités, les 10 ONG qui, tout au long de l'année, travaillent pas uniquement pour remettre ce prix, mais vraiment pour faire vivre leur réseau, pour appuyer sur le terrain les hommes et les femmes qui sont engagés en matière de droits humains. C'est souvent très compliqué, très difficile de devoir choisir, mais enfin chaque année, vous y arrivez, et chaque année aussi, cette cérémonie, avec la collaboration de l'Université de Genève, je tenais à remercier bien évidemment son recteur, Madame Calmiret, le haut-commissaire et son adjointe aux droits humains. Cette cérémonie prend tout son sens pour une ville comme Genève, où on a la chance d'avoir historiquement ces organisations internationales, les organisations non gouvernementales, qui parfois mettent des années à faire accepter un mot dans un protocole, et qu'on peut se dire toute cette diplomatie pour un mot, à quoi ça sert? Mais en définitive, toute cette diplomatie pour un mot, elle sert à garantir nos droits individuels, collectifs, d'humains sur cette planète. Donc même si c'est parfois très compliqué, si c'est parfois très douloureux sur le terrain, c'est essentiel et on doit en être fiers et en être vraiment les dépositaires de cette force, de cette énergie qui, à Genève et à New York, mais à Genève aussi, on a beaucoup d'organisations, permet de manière pragmatique, même si ça prend beaucoup de temps, de faire avancer dans les textes, dans le droit international, notre capacité aux uns
et aux autres à vivre en paix les uns avec les autres. En tout cas, merci pour votre présence à toutes et tous, parce que ça aussi c'est très important. On a besoin de la société civile, à Genève aussi. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont mobilisés, qui sont critiques vis-à-vis des décisions et de l'environnement dans lequel ils évoluent, et que c'est parce que nous resterons ensemble, nous serons plus nombreux, nous serons aux aguets et dans une revendication constructive que les droits fondamentaux des uns et des autres, ici à Genève, mais partout, au Salvador, en Égypte et au Cambodge, avanceront. Merci à tous et tous profondément d'être venus ce soir. Merci Sandrine. J'imagine. Well, this year is Martin Nadel's award for... Bien, cette année, nous en sommes arrivés à la fin de la cérémonie de remise de prix Martin Ennals 2017. Merci de votre soutien. C'est quelque chose de très appréciable. On en a besoin de ce soutien au quotidien parce que, comme vous le savez, défendre les droits humains, c'est une lutte au quotidien et c'est une lutte qui continue même en Suisse. Il ne faut pas l'oublier. Thank you very much to you all. Let me remind you that there is a buffet that will be served upstairs. You're all kindly welcome to join it, to participate. And if you're welcome to have a drink whenever or wherever you are to honor our laureates this evening. Thank you very much. Bye-bye now.